Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo une vidéo qui va aborder un sujet, oui, disons-le, qui est un sujet tabou. Et vous avez vu le titre, j'espère que le titre, les algorithmes de YouTube ne vont pas réagir, parce que oui, peut-être que vous avez vu que le nombre de vues de mes dernières vidéos est ridiculement bas, du fait certainement que j'apporte peut-être des sujets que YouTube ne veut pas mettre en avant, et donc je suis carrément dans le fond du tiroir des propositions faites sur YouTube. Enfin bref, de toute façon, on continue, on verra bien, peut-être qu'il y a une vidéo, peut-être que celle-ci d'ailleurs fera peut-être réagir les algorithmes, ou peut-être des gens finiront par la partager. Le titre, vous l'avez vu, faut-il rétablir la statistique ethnique ? Vous le savez, et si vous ne le savez pas, alors je vais le rappeler encore une fois, je le rappelle à chaque fois parce que peut-être que vous êtes nouveau sur cette chaîne et que c'est important que vous compreniez bien les origines des choses. Vous le savez, en France, la statistique ethnique, comme la statistique d'appartenance, de racine ou de religion, est interdite, c'est prohibé. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un héritage post-Seconde Guerre mondiale où, en effet, la France des années 20 et même avant a pratiqué le fichage, disons-le littéralement, parce que c'était un moyen de stocker de l'information sur les individus, et plus particulièrement sur les individus ayant déjà été arrêtés, ayant commis des délits, mais des délits qui ne méritent pas systématiement la prison, même si aujourd'hui la justice est beaucoup plus clémente qu'elle ne l'était il y a 100 ans, ou même pour un bout de pain. Je dirais même au 19e siècle, lorsque vous voliez un bout de pain ou une orange, vous pouviez vous retrouver au bagne. Mais on a commencé à ficher les individus. Sauf que le fichage, le problème du fichage, c'est qu'à un moment donné, selon les orientations politiques, selon l'idéologie politique au pouvoir, ce fichage ne se contente pas simplement de ficher les gens qui ont commis des délits, mais va aussi ficher des gens pour leurs propos, pour leurs idées, pour ce qu'ils écrivent, pour ce qu'ils disent, pour ce qu'ils pensent, et plus simplement parce qu'ils appartiennent à des courants d'immigration ou de communautés religieuses, ethniques. Et la leçon, évidemment, que la France, à ses dépens, a appris, c'est que lorsque la France a perdu contre l'Allemagne nazie, les Allemands, l'occupant, évidemment, a mis la main sur un trésor, qui était le fichage des Français juifs. Et que par conséquent, ces fichiers des Français juifs ont facilité considérablement l'identification des Juifs en France pour aller les chercher, les arrêter et les déporter. Et donc, depuis la fin de la guerre, depuis 1945, on s'est évertué à ne plus jamais faire de fichage d'individus avec leurs origines, leurs racines ou leur religion. Voire même, tout court, logiquement, je dis bien logiquement, il n'est pas autorisé de ficher des gens pour leurs opinions politiques. Or, malheureusement, je pense que nous ne sommes pas dupes que dans quelques fichiers informatiques sécurisés, il existe des fichiers où peut-être des gens comme vous et moi sommes fichés pour ce que nous disons, pour ce que nous pensons, pour ce que nous disons, surtout qu'aujourd'hui, grâce à l'Internet, les renseignements peuvent plus aisément cerner les personnages, ce qui fait d'ailleurs qu'en France, on n'est plus surpris de voir des individus avoir été interpellés, convoqués pour un interrogatoire, pour des suspicions de propos
séditieux, de propos d'incitation à l'insurrection. Donc, force est de constater qu'évidemment, tout individu qui sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, etc., qui tiennent des propos séditieux, et d'ailleurs nous en avons un très bel exemple récemment avec Papacito qui vient de se prendre un procès où on lui réclame, tout du moins on réclame au moins de la prison pour ses propos. C'est quand même ça qui est quand même formidable. Je rappelle aussi, vous avez un auteur qui s'appelle, je crois c'est Hervé Ryssen, je crois, qui a fait quelques livres, des livres où il explique certains faits sur plus particulièrement les influences sionistes. Bon, bah, ce monsieur a immédiatement été comme Dieudonné, comme Alain Soral, montré du doigt comme étant un antisémite. Des gens portaient plainte contre lui. Il se trouve que dans la justice, elle aussi, de temps en temps, vous avez l'intérêt de réussir à faire jouer d'influence pour que soit nommé un juge qui soit dans l'intérêt de condamner sévèrement l'individu. Et donc, Ryssen, je crois, a été condamné à 7 ou 9 mois de prison ferme. Ferme, hein, juste pour des livres. Alors certains pourront dire évidemment, oui, mais dans ses livres, il tient des propos, etc. Bah oui, mais alors dans ce cas-là, j'ai envie de dire, qui décide de ce qu'est un propos qui mériterait d'être condamné soit par une amende, soit par de la prison? C'est aussi ça le problème. La justice, on le voit bien. Je vais prendre l'exemple de Zemmour. Zemmour a 8 plaintes au cul. Parmi ces 8 plaintes, donc certaines ont été jugées. Il a fait appel. Mais sur les 8 plaintes, il a été condamné que 3 fois. Et encore 3 fois condamné. On va dire que la condamnation, elle n'est pas... c'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre sur quel grief, sur quel argument, sur quel fait les juges ont condamné Zemmour. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais tu es en train de faire de la révision, pourtant il a bien dit que Pétain avait sauvé des Juifs. Non, il a dit que Pétain avait essayé d'investir, de mettre en place une politique pour essayer de limiter la casse, c'est-à-dire de limiter la collaboration concernant la déportation des Juifs. Malheureusement pour lui, son petit humanisme a finalement cédé à une collaboration beaucoup plus accrue du fait d'avoir peut-être aussi un Premier ministre, je crois que c'était Premier ministre ou premier consul, je crois, qui était, je crois que c'était Darlan, qui lui était un antisémite profond. Donc forcément, quand vous êtes, c'est un peu comme si vous voulez, si Macron avait été à la place de Pétain, peut-être que Macron aurait essayé de limiter la casse pour la déportation des homosexuels, mais qu'il est un Premier ministre qui lui est profondément homophobe, et lui, enfin voilà, je veux dire, je pense que vous comprenez la situation. Alors ça ne dédouane pas la responsabilité de Pétain sur l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, l'occupation avec les Allemands, la collaboration, le gouvernement de collaboration avec l'autorité allemande, etc. Ça ne dédouane pas. Mais c'est un fait que, évidemment, des gens détestent, que des historiens détestent, que des intellectuels détestent, que des artistes détestent entendre. C'est les mêmes gens qui essaient de vous convaincre que finalement Napoléon était un dictateur et que honorer autant Napoléon dans l'histoire de France, c'est abject, c'est honteux. On devrait le canceller pour ce qu'il a fait. Oui, non, le problème, c'est ce qu'il a fait, il l'a fait dans un contexte historique qui n'a plus rien à voir avec le contexte qu'on vit aujourd'hui. Je rappelle que Jules Ferry était un antisémite profond. Et pourtant, c'est pas pour autant qu'on a déboulonné toutes ces statues, débaptisé toutes les rues qui sont à son nom. Parce que c'est un homme
qui a fait des choses, qui avait des pensées, qui avait des idées, qui ont été reconnues comme bénéfiques. Mais comme toute chose, comme toute personne, on a parfois aussi nos faces cachées, nos faces sombres. Sauf que l'histoire, la responsabilité de l'histoire, c'est de ne pas occulter ces éléments et donc de permettre à chacun de se faire son opinion, de se faire son idée, en ne décontextualisant pas l'individu par rapport à son époque. Alors vous savez que chez les wokistes, chez les progressistes, ça ils adorent aujourd'hui faire ça. Ils adorent décontextualiser pour imposer des idées contemporaines à des personnages historiques pour les faire passer pour de la merde, pour les faire passer pour des tortionnaires, pour les faire passer pour des pédophiles, pour les faire passer pour des dictateurs sanguinaires. Donc revenons au problème de la statistique ethnique. Je vous ai expliqué pourquoi est-ce qu'en France on ne fait plus de statistiques ethniques. C'est l'héritage, c'est la conséquence de la Seconde Guerre mondiale avec ce qui s'est passé sur la déportation des Juifs, de la collaboration de la déportation des Juifs, de l'État français qui n'était pas un État, c'était le gouvernement de Vichy, qui, je rappelle, encore une fois, précision, n'était pas un État, le gouvernement de Vichy n'était pas un État d'un pays libre et souverain. Ceux qui font culpabiliser les Français parce que le gouvernement de Vichy était un gouvernement collaborationniste et qu'il a contribué au massacre des Juifs, le problème, c'est que dans ce cas-là, on fait la même chose avec les Espagnols, les Portugais, les Italiens, les États-Unis. Pour ce qu'à une époque, ces pays ont commis, au nom d'une idéologie, au nom d'une politique. Dans ce cas-là, mettons au tribunal international pour génocide les États-Unis d'Amérique vis-à-vis des natifs amérindiens. Est-ce qu'on le fait ? Non, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que, même si c'est dramatique, même s'il y a une repentance de la part de certains Américains, c'est malheureusement une partie de l'histoire des États-Unis d'Amérique dans un contexte et une situation, dans une mentalité, dans une idéologie de l'époque, qui ne change pas grand-chose d'ailleurs à ce que d'autres pays colonisateurs ont pu faire vis-à-vis d'autochtones dans certains pays. Et autrement, le fameux débat, est-ce que la colonisation a été quelque chose de bénéfique ou non pour certains pays, pour certaines cultures, pour certains peuples, c'est pas le débat. C'est un débat qui, de toute façon, reste toujours ouvert, puisqu'encore une fois de plus, on est confronté à des gens qui essaient de minimiser, de généraliser, de simplifier le fait, alors que le fait est beaucoup plus compliqué, puisqu'il y a eu des attitudes, des politiques, des investissements complètement différents selon les pays colonisateurs. La France a colonisé différemment de ce que la Grande-Bretagne a pu faire elle-même dans son empire. Revenons donc sur le fait de la statistique ethnique. Ce qui pose problème, c'est que même si aujourd'hui c'est un bénéfice en France pour chaque individu d'avoir la liberté d'égalité et de fraternité et de ne pas être jugé pour ses origines, pour sa culture et pour ses mœurs, force est de constater que ça peut fonctionner avec des gens, comme c'est le cas aux États-Unis, je vous l'avais expliqué, grande majorité à 90%, les étrangers aux États-Unis s'assimilent à la société américaine parce qu'ils ont déjà des us et coutumes plus ou moins occidentalisés, plus ou moins issus de culture judéo-chrétienne. Ce qui n'est pas le cas malheureusement en Europe, avec les immigrations contemporaines, c'est-à-dire là l'émigration telle qu'on l'entend aujourd'hui, qui est celle apparue à la fin du 19e siècle et qui s'est étendue pendant toute la durée du 20e siècle.
Parce que oui, hein, ça aussi, il y en a certains qui aiment beaucoup raconter que la France est un pays d'asile, la France est un pays de cultures différentes, d'un pays multiculturel depuis des siècles. Non. Pendant des siècles, la France, en effet, a accueilli des populations qui se sont intégrées à la société, qui se sont intégrées à la culture. Je pense, par exemple, en effet, à la communauté juive européenne, dont la France a possédé la plus grande communauté juive, que ce soit au Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, jusqu'à l'ère industrielle. Et de fait, on est en droit de se poser la question, de se dire pourquoi des immigrations passées ont réussi avec le temps. Alors attention, je ne dis pas que c'était facile, il y a eu des problèmes de racisme, etc. On se souvient avec les Italiens, avec les Espagnols, etc., que, en effet, il y a eu certaines animosités de la part des Français vis-à-vis de ces populations. Mais, j'ai envie de dire, c'est le cas partout. Mais seul le temps réussit à estomper ces différences. Et qu'aujourd'hui, on ne fait plus du tout la différence en France de gens qui s'appellent Dupont, Pierre-Henri, de la Castanière, Descoingtons, ou qui s'appellent Perriega, Conti, Polowski, des noms qui sont très clairement des noms issus de certaines cultures, de certains pays. Mais est-ce qu'on en fait ombrage ? Oui, évidemment, dans les conversations du oui, bah tiens, t'as des origines polonaises, t'as des origines bulgares, roumaines, etc. Oui, c'est mon arrière-grand-père, machin, etc. Puis voilà. Mais c'est pas parce qu'il a des racines de pays étrangers ou pays intra-européens qu'on va dire, ah bah non, bah t'es pas français alors. Bah si, t'es français. Et c'est exactement pareil aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez des Américains qui pourtant, très clairement, physiologiquement, ne sont pas des Américains issus des colonies, des premières colonies britanniques, ou même des comptoirs français, etc. Mais que clairement, ce sont des Américains, et des Américains avec des racines japonaises, chinoises, indonésiennes, malaisiennes, indiennes, pakistanaises, même de pays Moyen-Orient, Proche-Orient, Afrique. Et pourtant, on les considère comme étant des Américains. C'est vrai qu'aujourd'hui, aux États-Unis, ça ne dérange personne de voir dans un journal télévisé ou dans des chaînes, dans des programmes télévisés, une représentation de la diversité. Une représentation de la diversité à la fois d'origine, de couleur de peau, mais aussi de genre. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez des programmes de télévision où vous avez des homosexuels, des lesbiennes assumées, affichées, comme des transgenres. Alors, ça ne choque évidemment que les ultra-conservateurs. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, ça ne me choque pas. À partir du moment où ils ont du talent, à partir du moment où ils ont de la compétence, et que ces programmes ne leur servent pas à promouvoir ou faire du prosélytisme idéologique, et plus particulièrement en ce qui concerne le wokisme. Aujourd'hui, les chaînes de télévision américaines font très attention qu'il n'y ait pas de wokisme ou de promotion du wokisme dans les programmes télévisés, parce que surtout en ce moment, le wokisme est en train de se péter la gueule. Donc, aux États-Unis, le fameux melting pot, tel qu'on l'entend, il fonctionne parce que d'un côté, vous avez des gens qui se considèrent américains, qui adoptent la culture américaine, les mœurs américaines, etc. Et après, vous avez en effet des Américains ou des étrangers qui vivent plutôt dans un certain communautarisme, mais c'est un communautarisme où ils vivent ensemble, et voilà, mais ils n'imposent pas, ou ils ne revendiquent pas, ils ne revendiquent rien par rapport à Noël, par exemple.
Je veux dire, le fait qu'aux États-Unis, aujourd'hui, vous avez chaque fin d'année la bataille entre ceux qui disent Merry Christmas, parce que c'est une tradition chrétienne, et ceux qui disent Happy Holiday, parce qu'ils disent oui, c'est inclusif. Bon, ce principe de Happy Holiday inclusif, c'est évidemment idéologique, c'est politique. C'est pas les étrangers d'autres confessions, d'autres religions qui ont réclamé ça. Ils n'ont jamais rien demandé. Au contraire, il y a beaucoup de musulmans, il y a beaucoup d'hindouistes, de bouddhistes, etc., qui fêtent Noël comme les Américains, parce que voilà, c'est une fête comme une autre. Puis, parce que c'est aussi une fête très mercantile aux États-Unis. Bon. Alors que la différence notoire, c'est que les États-Unis, et comme la Grande-Bretagne d'ailleurs, ont des modèles d'assimilation par l'intégration. Or, en France, on a toujours eu un principe que l'immigration devait s'assimiler. On ne lui demandait pas de renier ses origines, mais dans l'espace public, de se comporter, d'avoir des attitudes et de ne pas faire de prosélytisme contraire aux valeurs, aux principes, aux traditions. Je dis bien tradition. Quand je dis tradition, c'est la tradition judéo-chrétienne de la France, dans son histoire, de la République aussi, même si certains sortent toujours le carton rouge de laïcité. Mais la laïcité, pareil, c'est un instrument idéologique qui sert les intérêts de certains, alors qu'en réalité, on a toujours fait, le politicien a toujours fait preuve d'une certaine complaisance vis-à-vis des communautés religieuses, plus particulièrement catholiques, parce que le catholicisme fait partie intégrante de la société française, fait partie intégrante de son histoire. Même si, en effet, aujourd'hui, la portion de Français catholiques pratiquants est aujourd'hui très marginale, très minoritaire par rapport à d'autres communautés, la communauté musulmane en particulier, qui, dans son ensemble, est beaucoup plus pratiquante dans la religion que ne le sont aujourd'hui les catholiques en France. D'où le renforcement de l'idée aussi de laïcité. Parce que si la laïcité a aidé à extirper le français de la soumission, de l'influence du catholicisme, il est évident que là, il y a une contrariété de voir des politiciens défendre l'islam pour se dire oui, mais laissons-les faire parce que c'est leur tradition. Mais non, on ne peut pas les laisser faire. Parce que ça veut dire que vous dévoyez le principe qu'on a mis en place sur une république athée, laïque, vis-à-vis de la religion catholique. Bon, d'ailleurs, je précise que la France est un des rares pays qui, culturellement, dans sa société, possède le moins d'influence religieuse. On a des traditions, etc. On a des fêtes religieuses, évidemment, mais en grande majorité, je crois me souvenir qu'il y a à peu près plus de 70% des Français qui se considèrent comme athées. Donc, c'est pas pour réussir au fil des décennies, au fil des siècles, à pacifier la France comme étant une république laïque, pour ouvrir la porte à une autre religion qui, elle, voudrait installer ses valeurs, ses principes, etc. On ne va pas revenir dessus. Et je dirais même au détriment des musulmans eux-mêmes, des musulmans qui sont des musulmans modérés, musulmans laïques, qui justement aspirent à une modernité de culture, de tradition, avec la société française laïque et républicaine, que de vouloir préserver, conserver et d'être soumis même des fois à la volonté de certains imams ou religieux ou barbus qui voudraient soumettre toujours leurs ouailles à la volonté d'Allah. Donc revenons à la statistique ethnique interdite en France, ce qui fait qu'évidemment sur le plan politique, sur le plan idéologique et plus particulièrement aujourd'hui sur les sujets de l'insécurité, sur les sujets de la délinquance, eh bien, on est dans une impasse, on est dans un statu quo parce que,
il y a certaines évidences qui sautent aux yeux, mais le fait de dire que ces évidences sautent aux yeux, déjà on est traité de raciste. Alors que si on avait cette statistique ethnique, peut-être que là, tous ceux qui veulent absolument empêcher, protéger, éviter, alors à tort ou à raison, l'amalgame vis-à-vis d'une communauté, vis-à-vis d'une ethnie en particulier, vouloir lutter contre les amalgames est une chose. Vivre dans le déni du fait qu'il y a bien un problème franco-étranger par rapport à certaines personnes avec des origines bien définies, bien précises, mais qu'on ne peut pas évidemment étudier ou analyser dans de la statistique, c'est la porte ouverte aujourd'hui à tous les propos les plus exagérés, les plus démagogiques, comme aussi essayer de faire une prise de conscience de certaines réalités. La prise de conscience, elle est évidente. Si vous allez sur YouTube et que vous regardez tous les documentaires, reportages, vous savez, ces trucs, on suit la police, on suit la BAC, on suit la Brix, de Paris, de Nantes, de Lyon, le commissaire machin, l'inspecteur Picule, notre caméra a suivi, etc. On voit des interventions, on voit des interpellations, etc. Il y a quand même quelque chose qui tilte, c'est que si vous prenez tous ces reportages et que vous cochez les cases en disant les interpellés sont-ils français, franco-français, sont-ils étrangers, sont-ils des gens clairement issus de l'immigration ou pas, etc. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer où est-ce qu'on risque d'en arriver ? Je pense que non. Attention, je n'absous pas le potentiel de franco-français, caucasiens, d'être des criminels, d'être des délinquants. Même si, encore une fois de plus, je le répète et encore une fois, l'immigration n'est qu'une partie de l'équation du problème, parce que le problème est essentiellement culturel. Que l'immigration est un apport néfaste, culturellement parlant, par rapport à certaines personnes qui, somme toute, n'ont pas les traits, n'ont pas les caractères traditionnels, comportementaux de leurs origines ethniques, de leurs origines nationales ou religieuses, il n'en est pas moins qu'il y a certaines influences qui existent. Alors, je vous donne juste un exemple. Dans les cultures de certaines familles issues de l'immigration ou de l'immigration directement, il y a le culte de l'enfant roi. Il y a le culte du mâle dominant, de la soumission de la femme. Et là, évidemment, vous pensez islam. Même si certains se défendent que dans l'islam, la femme est respectée. Oui, la femme, elle est respectée. La femme est adulée, la femme est protégée. À condition qu'elle se soumette, évidemment, aux règles et aux fondamentaux de l'islam. Je ne pense pas qu'un musulman pratiquant qui épouse une femme, qui est un rigoriste, accepterait de vivre avec une femme qui ne porte pas le voile. Si la femme s'affirme en disant « moi je veux être modéré, je veux être laïque », ça ne veut pas dire que je ne crois pas en Dieu, ça ne veut pas dire que je renie ma religion, mais j'ai envie de vivre de façon occidentale, libre. Bien malheureusement, beaucoup de ces femmes aujourd'hui, souvent même quand elles se marient avec un homme qu'elles aiment, qui est musulman comme eux, qu'elles pensaient être beaucoup plus libres d'esprit, tout d'un coup, une fois qu'ils sont mariés, elles se rendent compte que l'homme, tout d'un coup, soit il se laisse influencer par sa famille, soit par l'imam, soit par la communauté musulmane pratiquante, de demander à ce que sa femme se voile.
C'est ça. C'est un détail parmi d'autres. Attention, je ne fais pas le procès de l'islam, mais aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord que l'islam génère des individus qui sont à la fois nocifs pour la société française, pour ses valeurs, pour ses lois, pour ses principes, pour ses libertés, pour ses mœurs, comme ils sont aussi nocifs pour la propre communauté musulmane française. Parce qu'ils imposent. Ils imposent des règles, ils imposent des principes, menacent. Et on récolte ces 40 années où on n'a rien fait, où on a laissé faire, et qu'aujourd'hui on se retrouve avec des individus qui très clairement sont et deviennent influencés à devoir ou vouloir absolument imposer des règles religieuses, voire même, de par la religion, se sentir tout puissant et complètement absous, complètement abstrait d'un comportement citoyen. Donc à partir de là, s'ils n'ont pas les valeurs républicaines, s'ils n'ont pas les valeurs d'égalité, de respect, etc., et qu'ils se laissent influencer, alors soit par une condition familiale difficile, et donc ils se font récupérer par des copains, le copain qui lui est un musulman pratiquant et qui rappelle qu'en tant que musulman, tu as des devoirs, tu as des principes, tu as des valeurs, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et qu'il soit plus radical en disant oui, de toute façon, nous dominerons, nous ferons de la France une république islamique, donc tous les koufars, tous les blancs, etc., un jour tu seras amené à faire ton devoir de musulman. Ça monte à la tête, hein. Ça monte à la tête, ça donne une sorte de suprématie, une sorte de supériorité qui fait qu'à un moment donné, vous en avez qui pètent les plombs et qui se disent tiens, je vais faire mon devoir de bon musulman de massacrer des blancs, de violer des femmes, de les tuer, de les découper, de les décapiter. Alors surtout en plus si ce sont des gens, encore une fois je dis français, mais c'est aussi bien des Français caucasiens de souche ou des Français issus de l'immigration, avec des noms portugais, espagnols, italiens, etc., mais qui de génération en génération se sont empreints des valeurs de la République. Cette République avec la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de critique. Sauf que malheureusement, la liberté de critique, mais pas envers les musulmans, pas envers l'islam. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de plaisanter sur les musulmans, vous n'avez pas le droit de plaisanter sur l'islam, vous n'avez pas le droit de plaisanter sur Mohammed. Donc à partir de là, c'est un échec. C'est un échec parce que le politicien, qui je le rappelle, aujourd'hui il sait qu'il n'a plus aucune valeur, plus aucun crédit dans la majorité des esprits de nos compatriotes. Et que par conséquent les politiciens aujourd'hui vont aller chercher l'électorat communautaire. Et nous savons pertinemment que dans le français communautaire populaire, eh bien la gauche, c'est son terrain de chasse. Et donc, si demain, en France, on décidait de remettre la statistique ethnique, évidemment que là, le narratif politique et idéologique de certains ne fonctionnerait plus. Parce que là, il serait en face d'évidence, il serait en face de chiffres. Et que ce que l'on soupçonne, ce que l'on estime, ce que l'on est persuadé de comprendre de la société française aujourd'hui et de ses problèmes d'insécurité, de délinquance, etc., eh bien, s'avérerait confirmé par la statistique ethnique. Alors, je sais que, évidemment, c'est le genre de choses qui déplaît, que beaucoup de gens détestent. Mais force est de constater qu'un jour ou l'autre, on sera bien obligé d'y venir. Et que là, ça risque de changer beaucoup de choses. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous laisse méditer sur cette question et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.